de l'événement. ACFA, les images de l'exploit. Maradona en direct de Naples, Argentine-URSS. Sous la pression d'un enjeu terrible, la victoire est nécessaire pour les deux équipes. Italia 90, toute la passion et les stars du mondial. Avec M&M's, le chocolat champion, Mars et M&M's, partenaires officiels du mondial. Monsieur et Madame Delmont, vous êtes entraîneur de pur sang. Vous avez une recette pour vos champions? Ah, beaucoup d'exercices. Et surtout une alimentation très étudiée. Voilà ce qu'ils préfèrent. Total super premier, sans plomb. Ils adorent. Accélération, reprise, souplesse. Et puis super premier sans plomb. Et ici, notre environnement, on y tient. Dites-moi, tout le monde n'a pas de pur sang? Non, mais tout le monde a des chevaux sous le capot. Total super premier sans plomb. Voyagez mieux sur Total. Ça y est, Pierre me demande en mariage. Tu m'as l'air plutôt paniqué. Tu parles, il veut une réponse ce soir. 3615 Vega. 3615 Vega. Sur 3615 Vega, tu peux consulter un astrologue en direct et prendre tout de suite une décision. Vega, une réponse tout de suite. City, une eau de toilette déodorant pour hommes. City, un parfum de réussite. City, tu me réussis. City, eau de toilette déodorant pour hommes, réserve la couche d'ozone. Très petit, le compact Nikon TW Zoom possède aussi un zoom très sélectif. Oh, la belle famille, ça leur réussit pas de prendre l'air. Oh, mes cousins, tout dans la finesse. Les mariés, elle s'en sort bien pour une majorette. Mon fils, il aurait pu faire du cinéma. Allez, tout le monde sourit. J'étais bien? On ne voyait que toi, la chérie. Compact Nikon, il partage tous vos points de vue. Bonsoir. À la mer comme à la montagne, l'intérieur de votre maison vaut autant que l'extérieur. Car pour moi comme pour vous, un patrimoine immobilier, c'est aussi un patrimoine émotionnel. Téléphonez-moi. À demain. Mili-Mini-Dou, que me cachez-vous? Quoi? Un assouplisseur aussi doux que Mini-Dou? Oui, regarde. Oh, Mini-Dou en flacon. C'est nouveau. Mini-Dou, toujours plus doux, plus moelle sur vous. C'est nous les petits génies du doux. Quand je t'attends, tu me rejoins. On se retrouve. Croquis, croquis. On fait la fête entre copains. Quand la vie devient croquante, croquis, je craque. Et ça, c'est pas du vol de couleur peut-être. Kodacolor Gold, le voleur de couleurs. On vous aura prévenu. Pour freiner, certains s'appuient sur pas grand-chose. D'autres préfèrent s'appuyer sur Bendix, une technologie qui a fait ses preuves. Bendix, le spécialiste mondial du freinage. Frein Bendix, appuyez-vous sur nous. Coupe du monde de football, tout le spectacle sur TF1. Vivez avec ACFA au cœur de l'événement. ACFA, les images de l'exploit.
Italia 90 avec Mars, la barre champion. Mars et M&M's, partenaires officiels. Bonsoir, et plus que jamais, ce soir, on peut vous dire bienvenue au club. On a là tous la tenue ad hoc, pourrait-on dire. Tenue décontractée ce soir avec notre invité qui vient de battre le record de la traversée de l'Atlantique, record qu'il détenait déjà à bord de Jet Service. C'est son skipper, c'est Serge Madec, qui est revenu juste à temps en 6 jours, 13 heures, 3 minutes et 32 secondes, sans oublier les 3 dixièmes, juste à temps pour voir les premiers matchs du mondial. Ça vous intéresse le foot ? Ah oui, oui, j'ai joué un petit peu au foot il y a quelques années, mal, mais j'ai joué quand même. Et je me rappelle des grands matchs. Il y a 6 ans, lors d'un Grand Prix de Formule 40 à Bénodet, on a vu tous les gens qui faisaient de la voile, le quart de finale entre le Brésil et la France. Et je peux vous assurer que... Il y avait de l'ambiance. Pourtant, dans le monde de la voile, on n'est pas très foot quand même. On n'est pas très foot, peut-être par snobisme un petit peu, mais je peux vous assurer qu'en tous les cas, j'ai quelques copains qui sont prêts pour aller à pied en Italie, mais bon là, on est un petit peu chauvin. La France n'est pas là, c'est un petit peu moins bien, mais non, un bon match de foot, on en a vu encore il n'y a pas très longtemps. Les matchs de Marseille cette année, on les a suivis. Ouais. Et même en mer, au milieu de l'Atlantique, vous seriez prêt à avoir une liaison radio pour avoir un résultat? Non, faut pas rêver quand même. En mer, on a autre chose à faire, c'est le travail. Il faut être concentré, il faut être sérieux. Mais non, là, je me rappelle d'avoir vu des matchs à Marseille, là, au début de l'année. J'étais avec le maire de Marseille et on a fait des trucs super. Très bien. Bon, ben on va regarder un peu cette actualité du jour en ce qui concerne le mondial avec encore une énorme surprise. C'est ce match nul entre l'équipe championne d'Europe, et c'est quand même la plus grosse, l'une des favorites de ce mondial, qui est tenue en échec par l'Égypte, mais qui, il faut bien le dire, a très bien joué. Mais la Hollande a quand même considérablement déçu ce soir. Vous avez raison, Roger, pardon. C'est bon, je risque trop. Mais il y a 2 surprises en une seule, en fait. Il y a d'abord la faillite des Néerlandais, faillite collective. Faillite individuelle, bon, pas trop pour Gullit et Van Basten, mais surtout faillite pour les 2 du milieu de terrain, Erwin Koeman et Van den Burg du PSV Eindhoven, qu'on avait vu très à son aise il y a 2 ans encore lors de l'Euro 88. Là, il s'est fait sortir. Là, il s'est fait sortir. Et puis, je crois, faillite quelque part de l'entraîneur Benaker. Vous savez que les joueurs néerlandais souhaitaient Johan Cruyff, le grand Cruyff, comme entraîneur. Finalement, la fédération leur a imposé Benaker, et je pense que les joueurs néerlandais, bon, Denis Chaumier, c'est votre sentiment également? Mon sentiment, c'est surtout qu'il y a une mise en train difficile de l'équipe de Hollande. Maintenant, je ne sais pas s'il y a véritablement un problème entre l'entraîneur et les joueurs. Ça, on le verra en fait à l'occasion du 2e match, qui va être un 2e match fantastique et explosif entre l'Angleterre et les Pays-Bas. Pour l'instant, j'ai l'impression quand même que c'est une mise en train difficile, mais c'est pas plus grave que ça. D'accord. Je n'ai pas dit bonsoir à Chenez ce soir. Bonsoir. Un petit dessin peut-être, non? On a eu un petit dessin au début, j'ai pas vu sur les écrans de contrôle. Ah ben voilà. Les petits n'ont plus peur des grands. Bonsoir Chenez, un des dessins que vous verrez peut-être dans l'édition de demain de l'équipe, non? Ah non, celui-là c'était uniquement pour nous. Merci Chenez. Yves Kukfermink. Vous, quel est votre commentaire sur cette rencontre qu'on va voir en image? Moi, j'aimerais peut-être insister sur l'excellent match qu'ont réalisé les Égyptiens. Alors, on savait qu'ils étaient bons. Christian Jean-Pierre était allé en Égypte il y a quelques mois. Il avait dit que les joueurs étaient assez mûrs tactiquement, étaient prêts physiquement. C'est un véritable commando qui a parfaitement préparé cette Coupe du Monde et qui visiblement a réussi son coup, du moins pour son match d'entrée. Alors, on va voir tout ça en images immédiatement. Depuis le début du mondial, on a vu que l'étiquette de favori n'était pas vraiment facile à porter. Absent depuis 12 ans de la Coupe du Monde, les Pays-Bas allaient-ils échapper à l'hécatombe qui frappe les gros bras? Beaucoup le pensaient. Mais dès le coup d'envoi, première surprise, les Égyptiens annoncent la couleur en se portant immédiatement devant le but de Van Breukelen. Visiblement, ils n'ont pas peur des champions d'Europe. Léo Benaker demande à ses joueurs de monter. Mais il faut attendre 19 minutes pour voir une occasion néerlandaise avec sur un centre d'Erwin Koeman, une tête conjointe de Gullit et de Van Basten. Ça passe à côté et ça n'inquiète même pas les Égyptiens qui répliquent immédiatement avec leur avant-centre Hassan en retrait pour Abdou, dont la frappe frôle la lucarne du but néerlandais. Grâce à un jeu simple et direct, les Égyptiens se retrouvent très fréquemment en position de tir avec ici une très longue transversale pour Abdel Hamid
qui efface Vandenburg et tire dans les bras de Van Breukelen. Pas vraiment à leur aise, les Pays-Bas doivent attendre 35 minutes pour avoir une véritable occasion de but grâce aux 3 joueurs du Milan AC. Rijkaard, remise de la tête de Gullit et reprise de Van Basten au-dessus. Un geste superbe de Marco Van Basten. Si c'est dedans, c'est sûrement l'un des plus beaux buts du mondial. La défense égyptienne est nerveuse, mais le gardien Schobert, excellent ce soir, a l'air sûr de lui et il le prouve en détournant cette frappe de Ronald Koeman. 0-0 à la mi-temps, Benaker et Gullit ont l'air soucieux et ils ont raison de s'inquiéter, jugez plutôt. 51e minute, festival technique de Abdelhamid face à Rijkaard. Centre et reprise de volée d'Abdou détournée par Van Breukelen. 55e minute, débordement de Ramzi sur le côté gauche. Centre et tête d'Abdelhamid et nouvelle parade du gardien néerlandais. Malheureux Égyptiens qui, sans un super match du portier d'Eindhoven, pourraient mener 2-0. Mais loin de se décourager, les Égyptiens ont encore une occasion 3 minutes plus tard avec Hassan qui rate complètement sa reprise. Des occasions comme ça face aux Pays-Bas, il ne faut pas les gâcher. La preuve dans la minute suivante avec un ballon bêtement perdu au milieu du terrain. Wouters lance Van Basten sur la gauche qui centre prenant tout le monde à contre-pied sauf Kieft qui ouvre la marque. Terrible coup de poignard dans le dos des Égyptiens qui ne méritaient certainement pas d'être menés 1-0 après une demi-heure de jeu et un ballon qui passe entre les jambes de Rijkaard. Les Égyptiens qui après ce but vont connaître 20 minutes difficiles et une nouvelle occasion avec le remplaçant Tolba qui tire au-dessus. Et puis nous voici à la 82e minute et le coup de théâtre, une ouverture de Hassan pour son frère. Koeman a commis une faute. Monsieur Soriano, l'arbitre espagnol de la rencontre, indique le point de pénalty et il fait une erreur car la faute a lieu très largement à l'extérieur. Il aurait dû expulser Koeman et donner un coup franc aux Égyptiens. En tout cas, le pénalty est transformé par Abdel Ghani, si bien donc que les Pays-Bas et l'Égypte font match nul, un but partout, ce que le buteur n'arrive toujours pas à croire une bonne minute après le but. Ici commence le Brésil. Bah, ça tombe bien, tiens, ce dessin, parce que Christian Jean-Pierre, vous nous avez isolé quelques séquences de ce match qui vont nous permettre de prendre conscience de la réelle qualité de cette équipe d'Égypte. Hein. On va voir les meilleurs moments techniques donc, des attaques égyptiennes. Avec notamment... Ils ont du ballon, c'est la réflexion qu'on a entendue le plus souvent en regardant cette rencontre tout à l'heure ensemble. Je crois que Rijkaard s'en est aperçu. Oui, on va voir ça tout de suite en images. Ben voilà, Rijkaard qui est donc sur le côté droit et qui va se faire prendre à 3 reprises par ce dribble. C'est rare de voir Rijkaard en difficulté. Et ce coup-ci, pourtant, il est bien à la ramasse. Et la reprise passe très très près des buts. On continue toujours sur le flanc gauche avec cette nouvelle attaque. Et là, Hassan joue très bien le coup, il laisse passer le ballon. Les Hollandais sont pris, nouveau centre. Heureusement que le gardien hollandais est là parce que sinon c'était le but évidemment. Et on termine avec cette phase de jeu qu'on n'a pas très bien vue dans le match. Un petit pont de la part des Égyptiens en ralenti, c'est bien vu. Sous les hollets du public, les Égyptiens qui jouent à une touche de balle et qui baladent à ce moment-là du match les Hollandais. Voilà, mais dans ce groupe dont on reparlera tout à l'heure en détail et très clairement avec Christian Vella, il y a l'Angleterre, l'Air et l'Égypte avec les Pays-Bas. Ça ne sera pas aussi simple que ça. Pour reprendre le dessin de Chenez, il y avait un très bon papier de Retaker dans l'équipe, Jean-Philippe Retaker dans l'équipe, qui disait, après la victoire du Cameroun face à l'Argentine, que les Camerounais et peut-être tous les Africains seraient demain, en l'an 2000, les Brésiliens du football. Et je crois qu'il a tout à fait raison, d'autant que les Brésiliens renoncent un peu à leur nature première, qui est de jouer libéré et qui aujourd'hui sont cadenassés dans les stratégies imposées par leur entraîneur Lazzaroni. C'est vrai que c'est un bain d'oxygène que de voir jouer ces Africains. On va peut-être regarder les notes que vous découvrirez demain dans l'équipe, les notes données par les envoyés spéciaux de l'équipe pour ce match Pays-Bas-Égypte. Alors, ça tourne autour, il y a 1,7,5, c'est pour le gardien Van Breukelen, et ça on le comprend parce que c'est vrai qu'il a fait un bon match. Mais sinon la moyenne est basse, hein, Denis.
Oui, elle est basse, elle est surtout basse pour Gullit, Van Basten et Rijkaard, qui sont d'habitude les éléments moteurs de cette équipe. Et en fait, les problèmes physiques de Gullit, les problèmes d'un petit peu de confiance de Van Basten sont les problèmes en fait, des Pays-Bas d'aujourd'hui. Van den Broek n'est même pas noté. Oui, c'est Kieft qui est noté, puisque Kieft l'a remplacé à la mi-temps, il a une meilleure note. D'accord, on a été gentil. On a été gentil avec. Alors, Égypte. Eh bien, là, il y a un 7,5 à Abdou, 7 à Hassan, il y a un autre 7 pour Ramzi. Pour le gardien aussi. Et puis pour le gardien, Schubert. Je crois qu'Abdou pourrait jouer dans n'importe quelle équipe européenne et même mondiale. Vous savez, avant de partir à la Coupe du Monde pour l'équipe, notre consultant Dominique Rocheteau m'avait dit, tu verras, l'Égypte c'est une très bonne équipe et elle va poser des problèmes aux Pays-Bas. Il était allé la voir, cette équipe, contre l'Écosse. Et elle avait gagné en Écosse d'ailleurs 3-1, si je me souviens bien. Et je lui avais dit non, c'est pas possible, l'Égypte contre les Pays-Bas. Et ben voilà. Oui, puis il ne faut pas oublier que l'Égypte a éliminé pour venir à ce mondial 90 l'Algérie qui depuis a gagné la Coupe d'Afrique des Nations. Alors pour les nostalgiques de l'équipe des Pays-Bas, Serge Madec, ça doit être un petit peu décevant de les voir jouer comme ça, parce que quand on a des souvenirs de... Le grand supporter de l'équipe des Pays-Bas, c'est Yves Kupferman qui a ses idoles dans cette équipe de moi, je me rappelle surtout de la grande équipe de Cruyff avec l'Ajax d'Amsterdam, qui, au moment où ils étaient en finale contre le Bayern de Munich et tout ça, et c'est sûr que c'était carrément, on ne savait pas d'où ça venait. Je me rappelle aussi d'une demi-finale ou peut-être un quart de finale avec Marseille. Qu'Ajax avait gagné à Marseille et ils avaient gagné aussi au retour. Et là, c'était carrément, à la limite, même le goal pouvait marquer, ça arrivait de tous les côtés. Et ça jouait partout. On est un petit peu loin de ça, c'est sûr. Oui, c'est vrai. Alors, on va passer maintenant à la victoire de la Belgique devant la Corée par 2-0. C'était cet après-midi. Alors, Gytis, l'entraîneur belge, était heureux, mais pas complètement enthousiaste. Il a déclaré, Marianne Macco, après le match, que 2-0 c'était pas mal, mais que normalement il aurait préféré 4 parce que ça aurait été plus logique et parce que son équipe méritait ce score. Est-ce que c'est votre avis? Oui, j'ai vu vraiment une ou deux attaques dignes de ce nom de la part des Coréens. Bon, alors résumons, les Coréens, c'est une équipe qui est la meilleure d'Asie depuis déjà quelques années. C'est une équipe qui s'est qualifiée pour le Mondial 86. Mais enfin, en face, il y a une grosse armada belge qui, elle, lors de la dernière Coupe du Monde, était demi-finaliste face à la France, même si elle a perdu. Mais il y a un manque de renouveau dans cette équipe, c'est un peu le même problème que l'Argentine. Il y a beaucoup de très vieux joueurs. Et puis Gytis a joué la sécurité, il a emmené 10 défenseurs. Tout le reste de l'équipe, bon, moi, c'est pas en milieu de terrain et en attaquant, 10 c'est beaucoup. Et surtout des vieux joueurs qu'on connaît depuis des années. Au moins, ces options tactiques sont claires. Oui, c'est clair, une grosse défense bien assise et des contre-attaques si on peut. Très bien, voici en image tout de suite le résumé de cette rencontre remportée par les Belges par 2-0. Démonstration de patriotisme, la Corée du Sud ne représente une entité que depuis 37 ans et on se raccroche au drapeau de toutes ses forces. Que d'énergie dans les tribunes et de volonté sur le terrain. Mais il ne faut pas rêver, l'expérience se situe en face et même si les Belges débutent leur match de façon timorée, ce sont les seuls à s'offrir des attaques. Et l'une des plus belles survient après 6 minutes de jeu. Une tête dans des conditions chaotiques pour Van der Linden, suivie d'une reprise dangereuse de Versavel. Dans ces 20 premières minutes, les Coréens sont inexistants. On retrouve en attaque Emers, l'un des 6 Malinois de la sélection, les plus nombreux. Il se permettra d'autres tirs de ce genre. Ce n'est globalement pas très convaincant, mais peu à peu les Belges se démarquent. Touche du capitaine Guéretz, j'allais dire du vieux Guéretz, en toute amitié bien sûr, et reprise de l'Auxerrois Enzo Schifo. Il n'y aura qu'un seul carton attribué dans ce match à l'attaquant Choi Son. Si la défense coréenne apparaît rigoureusement disciplinée, elle commet rarement de fautes sur les avants belges. Dernier tir avant la mi-temps du futur Toulousain Stéphane Demol. Les Sud-Coréens tentent de resserrer les rangs en deuxième période et ça ne nous rajeunit pas. Voici Jan Keulemans qui entame sa 3e Coupe du Monde, 88 sélections, record national. Il va se retrouver très rapidement en action sur ce coup franc de Schifo. S'il rate sa tête, Demol réussit son tir, mais pas la cible. Il quitte de plus en plus sa défense. La Belgique prend confiance. La vedette coréenne Kim Jo-sung, le numéro 16, ne peut démontrer son talent, mais la Corée menace enfin le but de Michel Prudhomme. Il aura fallu attendre 1 heure.
La Belgique s'appuie sur une défense renforcée et procède par contre-attaque. Celle-ci est réussie par Marc De Grige. Le gardien Schoy sort en retard. De Grige avant d'Anderlecht marque le premier but pour la Belgique. Mais les Coréens ne sont pas complètement ridicules sur ce qui va suivre. On va pouvoir remarquer que leur qualité première est certainement la rapidité. Malheureusement, et c'est ce qui les gênera dans toute la partie, ils ne trouvent pas souvent la finition. Côté belge, les frappes menacent de plus en plus. Ici, une reprise de volée pour Frankie van der Elst. 30 secondes plus tard, De Wolf, l'arrière, imite De Mol en jouant le surnombre et les Coréens ont tort de lui laisser de l'espace. De Wolf possède une frappe lourde dont il sait se servir. L'ordinateur nous apprend que ce tir de 27,50 m arrive à 85 km/h. Schoy ne peut que s'incliner sur ce deuxième but belge. Réaction coréenne dans le dernier quart d'heure, une balle sauvée in extremis par une aile de pigeon de Chifo, puis un tir de Chom In-kook qui imite De Wolf, mais avec beaucoup moins de précision. Pourtant, ça se rapproche. Voici la plus nette tentative coréenne, cette tête de Hwang Son. Keulemans embêtera les Coréens jusqu'à la fin puisqu'il offre à Chifo sa plus belle occasion, mais le gardien Schoy a réalisé de bien belles sorties. On a même pas... On attend la fin du dessin de Chenez, même pas... Lâcher les... Oh, bah ça y est, bon. Bon, ça, alors merci Chenez, parce que ça, c'est encore au moins une bonne douzaine de lettres au courrier pour nous. Non, on plaisante, mais on adore cette équipe belge. Je voudrais qu'on ressorte une attitude dans ce match. Vous allez voir, c'est assez surprenant et à la fois extrêmement sympathique. Sur le but que viennent d'encaisser, regardez, De Grige, donc, qui va battre Choi avec son grand lob. Il lui chante un peu « Tiens, voilà mon lob ». Et regardez le sourire de Hong Myong-bo. C'est le défenseur qui vient de se faire lui aussi lober puisqu'il a couru très très vite. Mais il sourit ou il pleure? Non, je crois qu'il sourit. Il sourit, regardez. C'est un beau sourire. Oui. Et moi, je trouve ça bien parce que ça rappelle finalement que le football n'est qu'un jeu. Bah, bien sûr, Roger. Il y a encore une déclaration de Keulemans, le meneur de jeu belge, qui a déclaré à la fin du match Enzo Chifo est bien meilleur depuis qu'il joue en France. Et alors là, c'est un coup de chapeau qu'on peut tirer à notre ami le consultant Giroud. Chifo qui a été probablement l'un des meilleurs sur le terrain cet après-midi. Marianne. Oui, vous n'avez pas vu la toute dernière image qui était dans ce montage, c'était le public. Ils étaient aussi heureux que les Belges qui avaient gagné. Oui. Bah, donc ils sont surprenants dans leur réaction. J'ai compris qu'ils avaient pris un but quand même. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Denis, les Belges, comment est-ce que vous avez jugé cette équipe cet après-midi? C'est une équipe qui a fait l'essentiel, surtout. Il est toujours très difficile pour des équipes comme ça de rencontrer des petites équipes. On l'a vu avec les Pays-Bas pour l'Égypte et avec le Cameroun. Ces petites équipes-là, il ne faut pas les prendre au premier match, en fait. C'est vraiment le piège, parce qu'elles se livrent à fond, sans aucun complexe. Et puis on voit des fois que ça marche, quoi. Donc en fait, il est plus difficile de rencontrer ces équipes-là que des équipes comme la Yougoslavie ou comme l'Autriche. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous ces premiers matchs, toutes ces premières surprises, il ne faut pas trop en tenir compte et que ça peut vraiment bouger d'ici là. On s'est quand même rendu compte de la force et de la faiblesse de certaines équipes. Hein. C'est vrai qu'il y a là... Pardon, allez-y. Je vous en prie, vous êtes l'invité, Denis, allez-y. Non, mais moi je me fais pas trop de soucis sur les Pays-Bas. Peut-être que je me fais des illusions, mais je crois pas. Je pense que les Pays-Bas vont revenir. Ils ont un match difficile contre l'Angleterre, puis un match contre l'Air. Je pense que les Pays-Bas vont revenir. Et de la même façon que la RFA, qui en 82 avait été battue par l'Algérie, souvenez-vous, et qui s'était retrouvée en finale peu de temps après, ces équipes-là, on va les retrouver. Mais il y a quand même du souci à se faire pour les Pays-Bas, moi j'ai l'impression. Hein. Bon, ben, les avis sont partagés, on verra dès le prochain match des Pays-Bas. Christian Vella, on peut peut-être faire le point sur les deux groupes qui nous concernent aujourd'hui. Le groupe E et le groupe F. Alors, maintenant, bienvenue à bord de ce nouveau navire. Hein. Il est bien plus simple, bien plus beau. Je vous signale que demain, j'abandonne le gouvernail à Dominique Grimaud. Oui. Et tout le monde sait que c'est un timonier très habile, donc il va s'en sortir beaucoup mieux que moi. Alors, le groupe E. Le temps va changer. Hein. Le temps. Voulez-vous le dire? Allez, dépêchez-vous. Alors, dans le groupe E, il y avait un match Belgique-Corée du Sud, on vient de le voir. Donc, je vais vous montrer comment on opère pour faire le classement. Alors, j'enlève ça. Là, l'Espagne n'a pas joué. Hop, on l'enlève. Oui. La Belgique est en tête, elle a gagné 2 points.
Voilà, c'est là. L'Uruguay n'a pas joué, on l'enlève. Hop. Et la Corée du Sud est deuxième. Voilà. C'est simple, hein. Oui, beaucoup plus simple qu'hier, on en avait 450. Bon, ça c'était une démonstration. Et voilà. alors dans le groupe F, dans le groupe F, ils sont tous premiers et derniers, un point avec un but. Bon, donc là, il y a égalité parfaite. C'est clair, égalité totale entre les 4 équipes. Vous auriez pu mettre quand même l'Égypte, pour la beauté du coup, non? Pour la beauté du coup, l'Égypte est première et dernière comme les autres. Hein, contre qui les Oranges ont joué? Oui, les Oranges étaient complètement pressés par les Égyptiens aujourd'hui. Voilà. Ok, bien. Merci beaucoup. Vous voulez pas le point sur les autres groupes? Ça vous intéresse pas? Non, je crois qu'on a 2 groupes qui nous intéressent. Mais revenez demain. Non. Vous serez là demain, de toute façon, on le sait. Bon, demain également en direct sur TF1, Argentine-URSS. Alors j'ai entendu plusieurs fois malheureux vaincu de ce match. On va voir comment Maradona, entre autres, vit cette situation. Pascal Pro est allé lui rendre visite aujourd'hui. Ah, Renato, bonjour, c'est Renato. Renato. C'est le coiffeur de l'équipe italienne. C'est notre mascotte et c'est notre idole en même temps. Voilà, qui adore les cheveux des joueurs italiens. Voilà. C'était une petite surprise. C'était une surprise, la surprise du chef. On nous a montré Renato. Voilà, qui est fort sympathique. Bon, on retourne voir Maradona avec Pascal Pro maintenant. Bonjour Renato. Diego Maradona fait rarement dans la simplicité. Sa Ferrari se gare chaque matin devant le centre d'entraînement de Tregoria. Samedi, le président de la République d'Argentine, Carlos Menem, console El Pibe après la défaite face au Cameroun. Maradona en profite pour donner une conférence de presse. L'Argentine a perdu un match de trop et demain soir, face à l'URSS, elle n'aura pas le choix. Je crois que cette fois, notre responsabilité sera importante, écrasante. Ce sera évidemment le match capital et nous n'avons pas le droit de décevoir l'ensemble des Argentins. Ce sera pour l'heure son seul commentaire un peu court, un peu terne et si peu explicatif. Diego préfère le silence, soit, mais il a également besoin d'amour. Il gère parfois sa carrière comme celle d'une star du showbiz. Alors il convoque les journalistes. L'Argentine a certes perdu, mais the show must go on. Diego improvise un numéro dérisoire de clown génial sur la pelouse de Tregoria dans la banlieue romaine. Pour finir, il accepte même les interviews, exclusivement à la télévision italienne. La presse argentine l'a massacré, les Français l'interrogent sur l'Olympique de Marseille, alors Maradona parle, mais à qui il veut. L'Argentine, selon tous les gens intelligents de cette Coupe du Monde, ne peut pas gagner. Mais ces mêmes personnes, ces mêmes intellectuels ont répété la même chose en 1986. On ne devait pas gagner et malgré ça, je suis champion du monde. Conclusion, nous les Argentins, on est plutôt contents que les intelligents du football nous voient si mal partis. Bilardo, le coach, a largement remanié l'équipe qui affrontera l'URSS. Mais il a gardé sa confiance à Pumpido, le gardien de but, pourtant si discuté. Et Bilardo l'annoncera dans quelques instants. Lorenzo, Ruggeri, Sansini, Fabri et Balbo sont écartés. Olarticoechea, Troglio, Serizuela, Monzon et Caniglia sont intégrés. Le plus important dans une Coupe du Monde, c'est le départ. C'est 50% de la qualification. Nous ne l'avons pas réussi. Faites vous-même la conclusion. Deuxième match demain soir. Les Argentins sont superstitieux. Cette fois, Carlos Menem regardera la rencontre à la télévision à Buenos Aires. Voilà, demain soir, je suis transféré au Dynamo de Kiev. Merci Chenez. Tiens, j'en profite puisqu'on parlait de l'Argentine, bien entendu, pour vous montrer la une de l'équipe. L'Argentine a peur. Ça veut dire quoi, Denis? Ça veut dire que les journalistes de l'équipe font partie des gens intelligents dont parlait Maradona et qui disent que l'Argentine ne sera pas championne du monde? Non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire simplement que l'Argentine a un match extrêmement difficile demain soir. Il sera retransmis sur TF1. Et un match extrêmement difficile contre l'Union soviétique et qu'une défaite la condamnerait pratiquement à l'élimination. Il y a un avantage terrible aussi pour l'Argentine, on le dit, on le répète, c'est Naples, hein, c'est le terrain de Maradona demain contre les soviétiques. Là, il ne va pas être sifflé, hué à chaque fois qu'il touchera le ballon comme il a été au premier match. Justement, il y a un papier très intéressant de Michel Nechalal qui est à Naples et qui a vécu les dernières heures en compagnie de l'équipe d'Argentine et qui dit en fait que tout le public de Naples sera évidemment derrière Maradona et vous savez pourquoi?
Vous savez Parce pas qu'ils veulent Ils veulent que Maradona reste à Naples. Évidemment, il y a ça. Mais il y a surtout parce qu'il a été sifflé par le public de Milan vendredi contre le Cameroun. Ouais, et c'est pour ça, en fait, qu'ils vont le soutenir à fond. Vous savez que c'est étonnant d'ailleurs cette rivalité entre les villes et les clubs italiens. Et j'ai eu la chance un jour de me promener en voiture à Turin avec Michel Platini. Et arrive à la hauteur de sa voiture, de notre voiture, donc un gars, supporter visiblement de Milan, qui baisse sa fenêtre, il fait « Hé, Michel !» Il regarde, Michel fait « Hé !» Il le regarde, il lui fait Et ça c'est un peu l'esprit, mais ça se termine toujours par un sourire, hein. C'est toujours assez sympathique. Quand vous voyez Maradona faire ce qu'il a fait avec un ballon, Serge, ça vous étonne, non? Enfin, on est non, tous ça étonnés, m'étonne pas, parce admiratifs. que je sais ce qu'il est capable de faire. Moi, ça m'impressionne pas, les jonglages. Ce qui m'impressionne plus, c'est l'action instantanée lors d'une phase de jeu, avec un marquage, avec... Jongler comme ça, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui sont capables de le faire. Oui, mais quand on est dans une surface de réparation, qu'on reçoit un ballon sur la poitrine et qu'il faut essayer de passer au-dessus du défenseur, etc., il est capable de gestes absolument incroyables, grâce aussi à son adresse un petit peu dingue. Bon, demain également, les débuts des Espagnols. Et avant qu'on parle de ce match Espagne-Uruguay, Philippe Huy est allé rencontrer cette équipe d'Espagne dans sa retraite. L'histoire du football espagnol, c'est d'abord l'histoire d'une rivalité entre deux clubs, le Real de Madrid et Barcelone. Cette image pourrait être symbolique. Butragueño tourne le dos à Zubizarreta, mais elle n'est que le fait du hasard. Il n'y a aucun problème entre le Madrilène et le Barcelonais. Il y a une rivalité entre les clubs, mais entre nous, il y a une très bonne harmonie. Oui, ça fait très longtemps qu'on se connaît et je crois que les problèmes des clubs n'existent plus en sélection. Ici, on forme une autre équipe et on essaiera de gagner ensemble. Pas de rivalité entre joueurs du Real et du Barça, cela ne fait donc qu'épaissir le mystère du football espagnol. Au niveau des clubs, il fait partie des plus grands. En revanche, la sélection nationale, elle, est très quelconque. Jamais, par exemple, elle n'a réussi à se qualifier pour les demi-finales d'une Coupe du Monde. L'Espagne est un pays qui vit pour les clubs. Nous avons une grande colonie de joueurs étrangers qui sont de très grandes vedettes internationales et évidemment ils ne peuvent pas jouer dans l'équipe espagnole. Je crois qu'en Espagne, on fait plus pour les clubs que pour la sélection. Le challenge de Luis Suarez pour ce mondial est donc simple, prouver qu'il a réussi à modifier les mentalités. Sélectionneur depuis 2 ans, il a la chance de disposer d'une génération de très bons joueurs qui ont tous entre 25 et 27 ans. C'est le cas des Butragueño, Michel,